C'est parti. Entendu. Super. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents donc, pour ce webinaire consacré aujourd'hui à la rénovation énergétique et plus particulièrement aux aides à la rénovation énergétique pour les copropriétés. Petit rappel avant de lancer le sujet. Donc, il y a un chat dédié. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. On y répondra en fin de présentation. Voilà, pour ne pas perturber la présentation, on a décidé de couper volontairement vos micros. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. En tout cas, on répondra à toutes vos questions sans souci. Et si on n'a pas le temps aujourd'hui, il y aura un replay de disponible et vous pourrez de toute façon nous contacter via les numéros ou adresses mail que l'on vous transmettra à la fin du webinaire. Donc, comme projeté à l'écran, la cartographie que vous pouvez voir présente plusieurs structures. Donc, tout d'abord, on trouve la structure de la DIL qui traite toutes les questions juridiques et financières liées à l'habitat et qui intervient sur toute la métropole. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes accompagnés par Perrine Gerbeau qui travaille sur cet organisme. Bonjour. On trouve également cette fois-ci sur le sud de la métropole, donc l'ALEC, qui informe, conseille sur toute la partie rénovation énergétique, pardon. Aujourd'hui, pour ce webinaire, nous sommes donc accompagnés par Sébastien Baudry. Bonjour. Enfin, on trouve la maison Énergie Habitat Climat qui travaille sur le nord de la métropole et pour laquelle je travaille également, qui traite exactement les mêmes questions que l'ALEC dans tout ce qui concerne la rénovation énergétique des logements, que ce soit pour les maisons, les appartements ou les copropriétés. On trouve également plusieurs portes d'entrée, donc soit via le numéro unique Allo Métropole Rénov, qui commence par le 04 88, et qui, suivant le lieu où se situe le bien à rénover, va redispatcher soit sur la LEC, soit sur la maison énergie. Si vous avez un bien à rénover qui se situe sur Marseille, ce sera la LEC. Si c'est sur le pays d'Aix ou le pays salonnais, ce sera nous, la maison énergie Habitat Climat. On trouve également la plateforme numérique nommée Loutre, qui est conçue pour accompagner les porteurs de projets dans la rénovation de leur logement et qui permet de suivre les échanges avec un conseiller dédié, de regrouper également divers documents comme les comptes rendus qu'on peut avoir, les devis, factures, etc. Ou encore, ça permet d'avoir accès à de nombreuses listes de professionnels qualifiés. Enfin, on trouve la porte d'entrée via Actimo13, qui est un réseau dédié aux professionnels, cette fois-ci de l'immobilier. Et je passe la main à mes collègues. Alors, du coup, on va parler du cadre légal des travaux en copropriété, donc la partie un peu juridique de la présentation. Euh, Céline, tu peux juste changer, s'il te plaît, de... Voilà. Alors, donc du coup, je pense que pas mal de personnes le savent, mais la loi climat et résilience, donc du 22 août 2021, a édicté pas mal d'obligations en termes de diagnostic en copropriété. Donc, le plus important d'entre eux, c'est le plan pluriannuel de travaux, enfin le projet de plan pluriannuel de travaux, hein, parce je vais bien vous expliquer la différence entre les deux. Donc, le projet de plan pluriannuel de travaux, dans ce qu'on appelle le 3PT, c'est un diagnostic qui porte à la fois sur l'état du bâti, mais également qui contient un DPE collectif. Donc ça, on va juste détailler après le DPE collectif. Mais donc aujourd'hui, toutes les copropriétés, y compris les petites copropriétés, donc de moins de 50 lots, sont soumises à l'établissement de ce projet de plan pluriannuel de travaux. Donc, c'est un vote en Assemblée générale à la majorité simple, donc majorité de l'article 24, donc majorité des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Et donc, c'est un diagnostiqueur assermenté qui va réaliser le diagnostic et il sera ensuite remis à la prochaine Assemblée générale des copropriétaires afin que tous les copropriétaires en prennent connaissance. Donc, c'est un document très important et qui va notamment permettre à tout nouvel acquéreur, donc à qui on doit le remettre, d'avoir une information précise de l'état des parties communes. Donc, et il contient également un échéancier de travaux
Donc le fameux PPT, donc plan pluriannuel de travaux, qui va aussi permettre à tout copropriétaire de connaître les travaux à prévoir sur sa copropriété dans les années à venir. Donc, aujourd'hui, l'absence de projet de plan pluriannuel de travaux va avoir comme conséquence que si jamais, par exemple, la copropriété est mise sous arrêté de mise en sécurité, l'autorité administrative, donc la mairie, va pouvoir effectuer ce diagnostic d'office aux frais des copropriétaires. Et forcément, les acquéreurs, ils sont particulièrement sensibles parce que, bah, bien évidemment, ça leur permet de faire un projet financier à long terme. Et donc, bah, s'il y a des gros travaux à prévoir, bah, l'acquéreur va négocier le prix à la baisse. Dans le chat, on me pose la question, et si lors de l'AG, ça a été voté contre? Alors bah, là, deux solutions. Ou on est dans le délai de contestation de l'Assemblée générale et il faut contester la résolution pour abus de majorité, parce que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble. Et donc, comme c'est une obligation légale, ça aura été un abus de majorité que de voter contre. Et donc, du coup, ça peut être mis en cause par le tribunal. Autant pour moi, je pensais on répondait, mais effectivement, bon, j'ai pris un peu le pas, je vous ai répondu avant, mais sinon, après, les questions-réponses, on les fera à la fin. Donc voilà pour le projet de plan pluriannuel de travaux. Donc après, concernant le plan pluriannuel de travaux, donc du coup, comme je vous disais, c'est un échéancier de travaux à échelle de 10 ans. Donc il va comprendre en fait une priorisation des travaux selon leur degré d'importance. Donc forcément, si vous avez des problèmes structurels dans votre immeuble avec un risque d'effondrement du plancher, bon ben, il y a fort à parier que ça arrivera dans les travaux à faire de manière plus urgente. Donc, ce plan pluriannuel de travaux, il est ensuite présenté à l'Assemblée générale et qui va voter sur son adoption. Donc, l'adoption, elle peut être partielle, elle peut être totale ou l'Assemblée générale peut refuser tous les travaux. Donc, les travaux, ils sont votés à la majorité généralement de l'article 25, donc majorité absolue de tous les tantièmes de propriété, donc de copropriété. Et après, l'obligation, ça va être en fait pour le syndic. Donc, si par exemple, on a trois travaux distincts qui sont préconisés par le plan pluriannuel de travaux et que l'Assemblée générale souhaite n'en voter qu'un sur trois, c'est tout à fait possible, mais le syndic aura l'obligation à chaque Assemblée générale annuelle de remettre à l'ordre du jour les deux autres propositions que l'Assemblée générale n'aurait pas adoptées. Voilà, donc ça c'est l'obligation. Et après, tout ce qui a été adopté sera intégré au carnet d'entretien et sera aussi mentionné sur le registre national des copropriétés. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'Assemblée générale reste souveraine. Ce qui est obligatoire, c'est vraiment le diagnostic, donc le projet de plan pluriannuel de travaux. Mais le plan pluriannuel de travaux il n'est pas obligatoire de l'adopter en Assemblée générale. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vote, parce que l'Assemblée générale est souveraine et pourra voter pour ou contre les travaux. Donc ensuite, le DPE collectif. Donc le DPE collectif, il est généralement donc intégré au plan pluriannuel de travaux, au projet de plan pluriannuel de travaux. Donc c'est pour ça que on fait les deux en même temps généralement. Donc la nouveauté, c'est qu'il est désormais opposable. Donc en fait, auparavant, il n'avait qu'un rôle informatif auprès des acquéreurs et des copropriétaires. Et aujourd'hui, il est opposable. Donc, c'est-à-dire que l'acquéreur ou un copropriétaire pourrait s'en servir et rester en justice. Il s'avère qu'il a été mal fait pour X ou Y raison. Donc, ça a quand même une valeur très importante juridiquement, parce qu'on peut s'en servir pour faire valoir un droit. Donc, il est obligatoire pour tous les copropriétés dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013. Donc, ça concerne pas mal de bâtiments, sauf les bâtiments relativement neufs. Et il est obligatoire depuis le 1er janvier 2026 également pour toute copropriété, y compris celle de moins de 50 lots, donc dite petite copropriété.
Donc, c'est un vote également en Assemblée générale à la majorité simple, donc majorité des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Et il a une durée de validité de 10 ans, donc comme le projet de plan pluriannuel de travaux, s'il a été fait après le 1er juillet 2021. Donc, il y a certaines copropriétés, notamment celles qui ont été un peu sensibles à la rénovation énergétique et qui l'ont parfois fait réaliser avant le 1er juillet 2021, donc avant la réforme sur le DPE en règle générale. Et donc, il sera valable si jamais vous avez fait un DPE collectif avant le 1er juillet 2021 et que le DPE collectif avait pour résultat une classe A, B ou C. Donc ça va être surtout important par rapport, du coup, toujours à la loi climat et résilience qui oblige, à partir du 1er janvier 2028, tous les bâtiments collectifs à usage d'habitation d'avoir une lettre énergétique entre A et E. Donc on va voir comment on peut atteindre cette classe, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, avec la présentation des aides financières. Merci Perrine. Hop. Donc, je reprends la main pour vous présenter les aides financières qui existent en copropriété. Donc pour commencer, je vais faire un petit rappel sur le guichet France Rénov qui porte trois problématiques distinctes et complémentaires à la fois. Donc pour la plus connue, hein, bien évidemment, on a MaPrimeRénov qui est destinée donc à la rénovation énergétique des logements. On trouve également un volet sur l'autonomie via MaPrimeAdapt, qui là, cette fois-ci, est destiné à l'adaptation des pièces dans un logement. Par exemple, enlever une baignoire pour mettre une douche italienne avec un siège ou une rampe, par exemple. Enfin, on trouve également MPR Logement Décent, qui cette fois-ci est destiné à la réhabilitation des logements dégradés. Bon, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la rénovation énergétique dans notre présentation. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ma prime ADAP ou ma prime logement décent. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais dans tous les cas, ce sera traité ultérieurement via d'autres webinaires. Parmi les aides principales, on trouve bien évidemment la TVA à taux réduit qui concerne uniquement les travaux de rénovation énergétique dans un logement ancien, donc c'est-à-dire un logement qui a été achevé depuis plus de 2 ans. Cette réduction concerne des logements destinés soit à l'habitation principale, mais également de l'habitation dite secondaire. Le taux peut être réduit soit à 5,5% ou à 10% suivant le type de travaux réalisés. Pour savoir quel poste a une TVA de 5,5 ou de 10%, ça, je vous invite à consulter le site du gouvernement via le lien en bleu qui se trouve en bas de diapositive. Petit focus cette fois-ci sur ma prime rénov copropriété. Donc là, c'est une aide de l'État qui est dédiée à la rénovation énergétique des copropriétés et accessible à tous les copropriétaires. Pour la solliciter, la copropriété doit répondre à plusieurs critères. Premièrement, elle doit être immatriculée au registre national des copropriétés. Elle doit compter au moins 75% de l'eau à usage d'habitation ou 65% de l'eau à usage d'habitation pour les copropriétés de 20 lots ou moins. Elle doit avoir 15 ans ou plus. C'est une aide qui est réservée aux travaux effectués sur parties communes, mais également sur les parties privatives déclarées d'intérêt collectif. Je précise qu'il faut qu'il y ait une étude énergétique justifiant d'au moins 35% d'économie d'énergie, voilà, pour solliciter cette aide. Il faudra également passer obligatoirement par un AMO, donc un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et la MOE, la maîtrise d'œuvre, est également obligatoire dès lors que le montant des travaux subventionnables est supérieur à 100 000 euros. Dans tous les cas, c'est quand même conseillé de prendre une maîtrise d'œuvre pour la conception des travaux, également la consultation des entreprises, le suivi de chantier. Voilà, ça permet quand même d'avoir un gage de sécurité. Donc voilà, ma prime rénov copropriété se décompose en deux socles. Donc, premier socle, il faut à minima un gain de 35% d'économie d'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dès lors qu'on atteint ces 35% d'économie, on va pouvoir prétendre à une aide de 30% du montant hors taxe des travaux avec prise en charge de la maîtrise d'œuvre. Donc, il y a un plafond maximum de 25 000 euros par logement, ce qui représente à l'échelle de 30%, un maximum de 7 500 euros.
Également, il y aura une prise en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage à hauteur de 50%. Donc, ce qui représente 300 euros par logement ou 500 euros par logement pour les petites copropriétés de moins de 20 lots. Si on a une rénovation encore plus ambitieuse qui permet d'avoir un gain énergétique d'au moins 50%, cette fois-ci, ma prime rénov va, va pouvoir s'étendre à un à une prise en charge de 45% du montant hors taxe des travaux, toujours avec la prise en charge de la maîtrise d'œuvre, ce qui représente 11 250 euros par logement. Toujours également la prise en charge à hauteur de 50% pour l'AMO, avec toujours les mêmes plafonds. Donc c'est 300 euros pour les grosses copropriétés ou 500 euros pour les petites copros. À cela, on peut également ajouter différentes bonifications, notamment s'il y a une sortie de passoire énergétique, si la copropriété est considérée comme fragile, suivant les revenus des ménages. Donc, si vous êtes en revenu très modeste ou modeste, il peut y avoir des primes individuelles qui seront ajoutées à ma prime Rénov Copro de base. Et enfin, suivant l'accessibilité PMR pour accéder à un immeuble. Sébastien, je te passe la main pour la suite. Merci Céline. Je vais parler là d'un dispositif qui est toujours, euh, qui s'appelle quand même MaPrimeRénov' copropriété, mais qui est un petit peu ciblé et qu'on appelle expérimentation 15%. En fait, l'idée, c'est les pouvoirs publics ont décidé enfin, ont compris que certaines, en particulier petites copropriétés, donc vous voyez que là, dans les conditions, il s'agit de propriétés qui ont au maximum 20 lots principaux d'habitation et 65% de lots à usage d'habitation principale. Et en fait, cette expérimentation consiste à dire que dans certains cas, c'est en particulier du bâti ancien en centre-ville, ancien, euh, un scénario de travaux qui permet d'atteindre 35% va être un peu difficile à atteindre. Et donc, le seuil de gain énergétique est abaissé à 15%. Et c'est pour donner droit à la même aide que pour ce qui a été expliqué auparavant. Euh, le- les mêmes acteurs sont à mobiliser dans les mêmes conditions. Et si on peut passer à la slide suivante, il y a une condition importante, c'est que il faut que la copropriété, pour bénéficier de cette aide expérimentation 15%, soit dans un périmètre qui est défini par chaque territoire, par chaque collectivité, en accord avec l'ANA. Et donc, aujourd'hui, sur notre métropole, il y a essentiellement deux secteurs où on peut euh, appliquer ces aides, qui sont les secteurs OPA et rue du centre-ville de Marignane. Et là, j'ai mis en illustration, vous voyez les parties rouges sur la ville de Marseille, qui sont donc des zones particulièrement ciblées pour la lutte contre l'habitat indigne. L'aide, donc si on a un scénario de travaux réaliste et réalisable et qui permet d'espérer un gain énergétique de 15%, l'aide sera la même que dans le cas de ma prime rénov copropriété 35%, c'est-à-dire une prime de 30% du montant hors taxe des travaux, 30% aussi du montant de la maîtrise d'œuvre. Tout cela est plafonné et donc c'est en fait le montant des dépenses éligibles par logement est de 25 000 euros, ce qui signifie que 30%, ça fait 7 500 euros d'aide maximum par logement. Que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, tout comme le dispositif de base, est prise en charge à 50%, avec un plafond de 500 euros par logement, mais aussi un plancher à 3 000 euros pour vraiment les toutes petites copropriétés. Je pense à celles qui ne dépassent pas les 6 lots, quoi.
Identique à l'aide socle de base, à cette aide de 30%, on peut ajouter des bonus. Donc, si on sort du statut de passoire énergétique, c'est 10% d'aide en plus, donc 2 500 € par logement en plus. Si la copropriété est considérée comme fragile, alors considérée comme fragile, il faut le comprendre la plupart du temps au sens comptable, dans le sens où il y a un taux d'impayé qui varie entre 8 et 15% d'impayé, de charges d'impayé. Dans ce cas-là, c'est un bonus intéressant puisque c'est 20% de plus. Tous ces bonus sont cumulables. Pour les propriétaires occupants considérés au regard des barèmes de revenus, revenus fiscaux de référence de l'ANA, qui sont actualisés chaque année, il y a aussi des primes individuelles, comme Céline l'a expliqué un peu plus avant. Donc, selon les revenus des ménages, individuellement, ils peuvent avoir des primes qui s'ajoutent à toutes les aides déjà mentionnées et identiques s'il y a, à l'occasion euh, des travaux d'accessibilité aux parties communes des copropriétés, il y a possibilité de les prendre en charge dans la limite de 10 000 € par accès et prise en charge à 50%. Là, on va parler d'une autre aide qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Alors, petite précision, si une copropriété, on a vu avant qu'il y avait des bonus à ma prime rénov copropriété, si une copropriété est considérée comme fragile et donc bénéficie du bonus de 20%, elle n'aura pas le droit de valoriser des C2E. En revanche, si elle n'est pas considérée comme copropriété fragile, elle pourra, pour chaque lot de travaux, et selon des règles d'éligibilité et des critères techniques pour lesquels nous conseillons et donc nous pouvons accompagner, ça on y reviendra un peu plus tard, il est possible donc d'aller vendre des certificats d'économie d'énergie à ce qu'on appelle des obligés, c'est-à-dire des fournisseurs ou des distributeurs d'énergie. Euh, En fait, il faut avoir choisi l'obligé. Ça, c'est un point très important. L'obligé, donc, par exemple, je vais en citer trois pour pas qu'il y ait de problème de concurrence, Total, EDF ou Butagaz. Il faut avoir signé le contrat de vente des certificats d'économie d'énergie avant de signer les devis de travaux. Euh, En fonction des travaux qui sont faits et en fonction du niveau de performance, il peut y avoir des bonus et il peut y avoir donc ce qu'on appelle la prime coup de pouce pour la rénovation globale si on est dans le cadre d'un projet avec minimum 35% d'économie d'énergie. On va passer à la partie financement. Ouais, je reprends la main. Ah non. C'est moi. Alors, du coup, rapidement, plusieurs modalités de financement des travaux collectifs. Donc, ou un appel de fonds exceptionnel. Donc là, tout simplement, en Assemblée générale, on vote une résolution de travaux et dans cette résolution de travaux, on vote la modalité de financement. Donc, ça sera un appel de fonds exceptionnel. Donc, pourquoi il est dit exceptionnel? Parce que ce n'est pas l'appel de fonds de charges courantes trimestrielles qu'on peut connaître classiquement. Ça sera un appel de fonds qui sera défini à une date précise. Par exemple, le 1er avril, il y aura une quote-part ou la totalité des quotes-parts de travaux qui sera appelée par le syndic. Après, ça peut être également financé par le fonds de travaux. Donc, pour rappel, le fonds de travaux est obligatoire pour toutes les copropriétés dont le bâti a plus de 10 ans. Et ça va permettre, donc c'est une réserve de la copropriété qui est mise sur son livret A et dont on va pouvoir se servir pour financer des travaux
Euh, donc, il faut qu'il y ait un vote en Assemblée générale. Donc, ça peut être tout ou partie des travaux qui peuvent être financés par le fonds de travaux. On peut très bien imaginer 50% fonds de travaux, 50% appel de fonds exceptionnels. Ça va aussi dépendre des fonds qui sont présents sur le fonds de travaux et qui vont être mobilisables par la copropriété. Ensuite, on a l'emprunt collectif, donc je ne m'attarde pas beaucoup parce qu'on va y revenir rapidement. Et ensuite, les avances du plan pluriannuel de travaux. Donc, si jamais vous avez adopté un plan pluriannuel de travaux, donc comme on a vu au début, par exemple, le diagnostic, donc le projet de plan pluriannuel de travaux prévoit que vous devez faire une isolation thermique par l'extérieur, par exemple. Vous adoptez ces travaux dans le plan pluriannuel de travaux. Vous pouvez également voter une avance. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, l'isolation thermique par l'extérieur, elle va avoir lieu dans 3 ans, vous pourrez très bien constituer une avance. Donc, en fait, un peu comme à l'image du fonds de travaux, ça va être une somme qui va être mise sur un compte à part, qui va être dédiée à cette opération de rénovation et qui va être d'un montant de sorte à ce que quand va arriver le moment où le syndic va devoir payer les entreprises, bah, vous aurez déjà, grâce à ces avances, constitué une avance de 50% du montant final des travaux, ce qui fait que on échelonne le coût pour les copropriétaires sur plusieurs années et on évite d'avoir un appel de fonds d'une quote-part très importante unique. Donc ça, c'est uniquement si vous avez adopté un plan pluriannuel de travaux. Merci Perrine. Donc, je reprends la main pour vous parler de deux prêts collectifs. Parmi ces prêts, on trouve notamment donc l'éco-PTZ pour tout ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique et le prêt classique qui, lui, va venir financer tous les autres types de travaux portant sur les parties communes. J'insiste bien là-dessus. Ceci présente de nombreux avantages, hein, comme le fait de ne pas avoir de contraintes d'âge. Il n'y aura pas de questionnaire de santé. Il n'y a pas d'obligation de prendre telle ou telle banque. Il y aura une caution de désolidarisation et cela n'oblige en rien les copropriétaires à adhérer au prêt. Parmi les banques qui proposent ce type de prêt, on trouve la CEPAC, Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse et Domo Finance. Mais comme on l'a notifié, il va y avoir de nouvelles banques qui devraient se proposer ce type de prêt d'ici 2026, fin 2026. Concernant l'éco-PTZ, un petit focus. Donc celui-ci est un prêt sans intérêt qui concerne les résidences principales. L'éco-PTZ, copropriété, finance les travaux d'économie d'énergie réalisés sur donc, les parties communes de la copropriété, mais également les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives. Donc, parmi ces postes de travaux, on trouve notamment les menuiseries. Il peut atteindre jusqu'à 30 000 euros par logement si le syndicat des copropriétaires décide de réaliser trois actions ou plus, hein, c'est trois actions à minima. Et il peut aller jusqu'à 50 000 euros par logement dès lors qu'on atteint un gain énergétique minimal de 35%. Donc ça rejoint un petit peu ma prime rénov copropriété qui se sont un petit peu calés voilà, sur les mêmes gains énergétiques. On va passer au prêt avance subvention. Donc je passe la main à mes collègues. Oui, alors le prêt avance subvention, comme son nom l'indique, l'idée c'est que les subventions, donc par exemple ma prime rénov copropriété, mais également les aides comme les C2E, tout ça sont des montants, sont des sommes qui vont être versées à la copropriété et aux copropriétaires uniquement après la réception des travaux. Donc, ce dispositif prêt avant subvention a été mis en place pour euh, ne pas bloquer les projets de rénovation globale en particulier et faire en sorte que, comme son nom l'indique, les aides qui sont obtenues, ou en tout cas pour lesquelles une copropriété a obtenu l'accord de l'ANA, euh, puissent être versées au démarrage
à la suite du vote des travaux, on va dire, pour permettre aux travaux et aux programmes de travaux d'être réalisés. Alors, ce prêt euh, est rarement à taux zéro. Il est plutôt avec un taux d'intérêt, mais euh, il ne court, en fait, ce prêt ne court que sur la durée des travaux. C'est-à-dire il est calculé, il est mis en place pour la durée des travaux. Donc, les intérêts ne sont que sur, imaginons qu'il y a un an de travaux, ben voilà, les intérêts ne sont calculés que sur un an. Il y a plusieurs banques qui proposent ce type de financement, le CIC, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, mais également Caisse d'épargne, enfin, la plupart des établissements bancaires aujourd'hui et des opérateurs financiers qui se positionnent sur l'ingénierie financière pour les copropriétés. Voilà. Je, alors, je suppose. Alors, oui, oui, c'est à moi, c'est toujours à moi, pardon. Petite question basique pour rappeler un petit peu l'intérêt de rénover et en particulier rénover énergétiquement les copropriétés. Le but, c'est de réduire les factures d'énergie, c'est de valoriser son patrimoine, améliorer le confort, anticiper les futures réglementations, participer à la réduction de l'impact environnemental de son logement et c'est toujours plus efficace si c'est réalisé avec un souci de démarche collective. On va pouvoir passer à la slide suivante. Voilà, je viens de parler de, de valeur des biens, de valeur des logements. Nous travaillons, entre autres, et utilisons euh, les statistiques qui sont faites par les notaires de France. Vous voyez là, au milieu, pour décrire un petit peu le concept de valeur verte, vous voyez qu'on a constaté sur les ventes en 2025 dans la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que eh ben, les biens qui ont été rénovés ou qui sont de bonne valeur environnementale, donc classés A, B ou C, se vendent plus cher avec les pourcentages qui sont là établis et qui sont ceux de l'année 2025. Et forcément, plus le bien est classé et mal classé énergétiquement, moins bien il se vend. Voilà. Et je repasse la parole à Perrine. Oui, alors rapidement, quelques prérequis forcément à la rénovation énergétique. Donc, bien évidemment, il faut que la copropriété soit organisée. Donc, à minima un syndic, hein. Le syndic, il est obligatoire dans toutes les copropriétés, y compris les petites copropriétés, puisque c'est le représentant légal, hein, du syndicat des copropriétaires. Et après, un conseil syndical. Alors, un conseil syndical ne va pas être obligatoire dans toutes les copropriétés, notamment les petites copropriétés. Pas d'obligation de constituer un conseil syndical, même si nous, la DIL, on vous le recommande fortement, de par son rôle qui est assez déterminant, hein. Pour rappel, donc, il va vérifier le travail du syndic et ça va être un interlocuteur privilégié des copropriétaires vis-à-vis du syndic afin, du coup, de faire remonter les problèmes, etc. Donc ensuite, on insiste également sur la prise de décision. Donc souvent, la rénovation énergétique, ce sont des coûts assez importants pour les copropriétés. Donc forcément, des décisions toujours un peu parfois compliquées à prendre, avec une importance accrue à vérifier donc que les majorités sont bien conformes à la loi du 18 juillet 65, que si votre copropriété a voté une mise en concurrence en assemblée générale à partir d'un certain montant, ce qui est le cas souvent, hein, par exemple à partir de 1 000 euros, une mise en concurrence obligatoire, ben ça, il faut vérifier que la mise en concurrence pour les prestataires a bien été respectée. Que les convocations ont été faites en bonne et due forme, donc pas recommandées avec accusé de réception, maintenant recommandé électronique, hein, qui est la règle,
depuis la loi Habitat dégradé, que tous les copropriétaires ont bien été convoqués, qu'on n'en a pas oublié un, pour en fait assurer que l'Assemblée générale qui a voté la rénovation ne soit pas entachée de nullité. Et bien évidemment, une validité du procès-verbal. Donc, tous les votes ont bien été comptabilisés, il a bien été envoyé par le syndic, etc. Et bien sûr, on l'a rajouté, mais ça semble logique, il faut que la copropriété soit en bonne santé financière, donc c'est-à-dire qu'il y a une faible dette fournisseur et, des faibles impayés de charges, parce que forcément, ça va être engageant pour les copropriétaires, même si les aides sont assez importantes et sont là forcément pour soulager ce côté-là. Mais il va falloir quand même que la copropriété soit en bonne santé pour pouvoir aboutir à une aide. Merci. Euh, Là, je vais essayer de vous détailler un petit peu pour vous donner une idée de ce que c'est qu'un parcours de rénovation en copropriété. Il y a trois étapes principales. La première, c'est le déclenchement et la préparation. L'objectif, c'est enclencher une dynamique et définir les besoins de la copropriété. Euh, En règle générale, il peut y avoir des facteurs, des événements qui conduisent à se poser la question de la rénovation et en particulier, si possible, une rénovation globale. Mais bon, ça peut venir parfois de problèmes de chauffage qui tombent en panne, problèmes d'étanchéité de toiture ou de problèmes de façade qui sont dégradés. Ça peut être aussi des problèmes d'impayés de charges. Ça peut être aussi un cas positif qu'on rencontre aussi également, des copropriétaires qui sont motivés, qui veulent améliorer leur cadre de vie. Nous, Espace Conseil France Rénov', donc notre rôle, c'est à cette étape-là, c'est mobiliser tous les acteurs du projet, le conseil syndical, les copropriétaires et le syndic, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, comprendre le contexte réglementaire et juridique actuel de l'habitat collectif avec l'aide de la DIL et appréhender le processus complet d'une rénovation énergétique. L'étape suivante, euh, c'est la plupart du temps, donc, euh, choisir quel type d'études on va faire pour déterminer ce qui est pertinent à faire, quels sont les travaux qui vont être les plus efficaces, aider à les hiérarchiser. Donc, c'est pour répondre un petit peu de façon générale à cette problématique que les pouvoirs publics ont mis en place l'obligation du 3PT et du DPE collectif. Parfois, ça ne suffit pas. Nous, Espace Conseil France Rénov', on est là aussi pour analyser les études qui sont faites, que ce soit des 3PT ou des DPE collectifs, voir si les scénarios de travaux qui sont proposés sont bien pertinents, sont réalisables techniquement, etc. Et si possible, on propose le plus possible aux copropriétés, avant même qu'elles consultent des professionnels pour faire ce 3PT DPE collectif, de leur fournir un cahier des charges avec aussi, via la plateforme Loutre, un annuaire de professionnels référencés. Voilà. Et troisième phase, ben, dans l'idéal, un scénario de travaux faisable et subventionnable, si possible, est identifié. Et donc là, nous, Espace Conseil France Rénov', on aide les copropriétés à s'entourer des professionnels compétents, financer et mener à bien les travaux. Donc ça va de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre, aux entreprises de travaux. Et on- dans le comme pour tout type d'études ou tout type de prestations, nous proposons de rédiger des cahiers des charges et toujours essayer de mettre en relation de façon neutre et gratuite
des professionnels sur notre annuaire en ligne. On analyse aussi tous les devis et toutes les propositions des prestataires, surtout sur le plan technique et sur le plan réglementaire. Et on se déplace à la demande ou on reçoit aussi les copropriétaires et les conseils syndicaux qui le veulent pour expliquer tous les dispositifs d'aide, toutes les particularités, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, mais qu'on survole. Mais on peut prendre le temps à la demande, et y compris des syndics pro, etc. Voilà. Euh, donc, pour résumer, l'accompagnement en copropriété, ça passe par, dès lors que vous faites appel à l'accompagnement d'un conseiller France Rénov, une phase de déclenchement et de préparation, une phase d'étude, une phase de travaux, et on tient à être aussi le plus possible présent après les travaux pour vérifier que tout s'est bien passé et avoir des retours d'expérience. Et à ce titre-là, à chaque fois qu'on le peut, on propose des visites de copropriétés qui ont mené à bien des programmes de rénovation globale. Voilà, on en fait en règle générale une à deux par an sur le secteur de la métropole, que ce soit sur le pays d'Aix ou sur le sud de la métropole. Je vais donc vous proposer maintenant de regarder dans le chat un petit peu toutes les questions que vous avez posées. On va essayer d'y répondre pendant un petit moment. Vous pouvez continuer d'en poser. Euh, alors, alors, oui, déjà, je rappelle que ce webinaire est enregistré, donc il sera diffusé à tous ceux et toutes celles qui le voudront. Alors, il y a des questions. Je crois que la Euh, première question, j'y avais répondu. oui, Donc, après, je crois que j'avais une question pour une copropriété de deux propriétaires. Est-il obligatoire qu'il y ait un syndic? Donc ça, j'y ai répondu. Oui, le syndic est obligatoire pour toute copropriété, y compris les copropriétés à deux. Après, ça peut être un syndic bénévole, donc un syndic choisi parmi les copropriétaires ou professionnels. Mais oui, c'est obligatoire parce que sinon, la copropriété n'a pas de représentant légal. Donc, notamment pour faire les dossiers d'aide en ligne, il faut que la copropriété ait un représentant légal parce que c'est le syndic qui s'inscrira et qui fera les démarches pour la copropriété. il y avait une note de Isabelle qui dit, chez nous, pas de syndicat, on gère entre copropriétaires. Donc ça, je pense, Perrine, que Mm. Ça, c'est pas possible. c'est pas Ouais. possible. Il faut désigner en AG. Un Ensuite, syndic, même si c'est un copropriétaire, comme on a dit. Après. la présidente du Voilà. conseil syndical a refusé que nous fassions appel à l'ALEC et le syndic a dit qu'il n'en avait pas besoin. Eh bien, écoutez, euh, je vous invite à nous consulter. On essaiera de comprendre pourquoi il y a un blocage et, si possible, lever le blocage. Nos conseils sont neutres, gratuits, indépendants. Voilà, on n'est pas là pour empêcher les gens de travailler ou faire le travail des gens à leur place. On est là pour aider tout le monde et en particulier et en premier les copropriétaires. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone et on essaiera de trouver des solutions. Ensuite, les économies d'énergie sont, je suppose, calculées suivant des a priori et non pas sur la réalité des chiffres. Alors, euh, c- en fait, les modalités de calcul sont réglementées. Donc, il y a un moteur de calcul 3CL,
que tous les professionnels sont obligés d'utiliser. Ils ne peuvent utiliser que celui-ci. Donc, il y a des règles. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué et un peu long. Mais en gros, euh, il peut y avoir des relevés de consommation, il peut y avoir des estimations de consommation. L'idée, c'est que l'étude, comme le DPE collectif, est une étude réglementaire. Comme l'a dit Perrine un peu plus tôt, elle est à ce titre opposable. Mais l'idée, c'est que c'est un outil qui va nous donner donc une idée de quel gain énergétique est possible selon tel ou tel scénario de travaux. Et comme c'est fait avec un outil qui est réglementaire, eh ben, ce gain énergétique estimé fait foi et donc peut permettre de mobiliser les aides. Ensuite, pour le PPT, comment se présente le document qui établit est-ce que les travaux à faire doivent être détaillés, y a un chiffrage de chaque poste de travaux? Alors, le PPT, c'est un professionnel, souvent un bureau d'études ou un diagnostiqueur, qui commence par faire un 3PT, c'est-à-dire un projet de plan pluriannuel de travaux avec un DPE collectif, qui, s'il est adopté en Assemblée générale, devient ce qu'on appelle le 2PT, c'est-à-dire le projet pluriannuel de travaux. C'est un document qui est composé donc de deux grandes parties, une partie étude architecturale sur toutes les parties communes et avec aussi un échantillonnage de logements et qui décrit tout ce qu'il y a à faire, y compris la peinture ou la mise aux normes des réseaux, enfin peu importe. Et donc la deuxième partie, c'est le DPE collectif. Oui, les travaux doivent être détaillés, écrits, ils doivent être classés en fonction de l'urgence et il doit y avoir une estimation du coût des travaux. Ça ne peut être qu'une estimation puisque forcément les prix peuvent varier. Ouais. Question, comment réagir si la préconisation des travaux est incohérente avec la typologie des lieux? Eh bien, typiquement, c'est de nous consulter et nous parlons aux professionnels, nous essayons de voir pourquoi les travaux semblent incohérents et voire même de faire modifier les études, en particulier les scénarios de travaux dans les DPE, et de trouver éventuellement des scénarios qui soient techniquement réalisables et faisables et finançables. Voilà. Les volets sont-ils des parties privatives et sont-ils éligibles comme les menuiseries? Ça va dépendre, il me semble, du règlement de copropriété. Ouais. Logiquement, je dirais non, mais ça dépend vraiment indépendamment du règlement qu'il y a dans votre copropriété. Oui. Donc ça, il faut. Je rajoute une petite précision. Les règlements, en fait, il n'y a pas de. Le règlement, il peut être différent d'un immeuble à l'autre. C'est-à-dire, un règlement peut très bien prévoir que les volets sont des parties communes et l'immeuble voisin, ça peut être des parties privatives. Donc, le règlement est à consulter en priorité. Et si le règlement est muet sur le sujet, après, il faut s'en référer à la loi du 10 juillet 65. Je vais répondre à la question. Pouvez-vous expliquer caution de désolidarisation? C'est au sujet de l'éco-prêt à taux zéro. En fait, quand une copropriété choisit de financer ses travaux de rénovation énergétique à l'aide d'un éco-prêt à taux zéro, euh, les il y a la notion, si un des copropriétaires ou plusieurs, par malheur, sont défaillants à un moment ou à un autre, euh, en fait, les copropriétaires ne sont pas solidaires entre eux. Voilà. Il y a un dispositif de garantie, de caution qui fait que euh, les copropriétaires qui ne sont pas défaillants ne se retrouvent pas à avoir à euh, supporter la charge des copropriétaires défaillants. Un copropriétaire et moi-même avons vu l'architecte qui nous a précisé qu'il n'avait pas à nous montrer, nous communiquer les devis. Est-ce normal?
Non. Vous devez voilà, avoir tous les documents pour justement, du vote en Assemblée générale, être au courant de tout ce qui est proposé. Voilà, il y a la mise en concurrence qui est obligatoire, donc vous devez logiquement avoir accès à tous les documents pour voter en votre âme et conscience. Et Perrine le précisait, effectivement, la règle de mise en concurrence est très importante. C'est dans l'intérêt des copropriétaires de faire en sorte que pour chaque prestation, quelle qu'elle soit, vous ayez, nous, on préconise 3 devis différents et on propose donc aussi d'analyser les devis quand les copropriétaires le souhaitent pour déterminer si, par exemple, ce sont des devis de travaux, si s'ils répondent bien au programme de travaux et aux critères techniques d'éligibilité pour avoir droit aux aides, etc. Donc, la mise en concurrence, c'est quelque chose qu'il faut absolument exiger, en particulier quand vous avez un syndic professionnel, ben c'est de sa responsabilité. Il doit, ne serait-ce même pour choisir un architecte, par exemple. L'idée, c'est que voilà, chaque prestation, chaque prestataire, chaque entreprise qui doit être consultée, doit être mise en concurrence. Euh, Au niveau des périmètres ou pas, Sébastien, je pense que c'est plus votre Oui, territoire. c'est sur le site de l'ANRU, ANRU. Voilà, vous pouvez, c'est anru.fr, je crois. Ou sinon, vous nous contactez et on vous le dit. Vous pouvez aussi trouver ça certainement sur le site, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais sur le site de l'ANA. Mais le plus simple, c'est de nous appeler ou nous envoyer un mail et en nous signalant votre adresse, on saura vous dire si vous êtes dans un périmètre ou pas. Alors après, comment saisir la prime rénov' et peut-on le faire même avant accord du syndic? Alors si c'est pour la prime rénov' copropriété, non, vous ne pouvez pas le faire sans l'accord du syndic parce que c'est le syndic qui va devoir faire le dossier au nom du syndicat des copropriétaires. Donc après, il fera un dossier en ligne sur le site de l'ANA directement. Concernant l'outre, l'outil de la rénovation énergétique, donc oui, c'est une plateforme numérique qui a été créée conjointement entre l'ALEC et la MESH, la Maison Énergie Habitat Climat, qui permet justement à tous les porteurs de projets, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, de pouvoir disposer de tous les échanges, donc compte rendu, devis, factures, avoir accès également aux listes d'artisans référencés, donc qualifiés, RGE, etc. Voilà, d'avoir accès à tout ça et de pouvoir suivre l'avancement de son projet. Il y a également une cartographie qui permet de répertorier tous les projets qui ont été réalisés sur le territoire de la métropole Aix-Marseille. Donc voilà, vous pouvez naviguer librement pour regarder un petit peu ce qui est fait autour de chez vous. Vous aurez donc le montant des aides financières, le détail sur les travaux qui ont été réalisés, etc. Voilà, c'est un outil un petit peu global qui permet de référencer voilà, tous les échanges, tous les professionnels qualifiés et de voir un petit peu ce qui a été fait près de chez vous. De toute façon, ne vous inquiétez pas, comme voilà, c'est présenté actuellement à l'écran, vous avez les contacts donc de la DIL, de l'ALEC et de la MESH. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et on répondra également à toutes les questions voilà, qui concernent l'outre ou les questions qu'on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui. Concernant le replay, ça a été répondu par Sébastien. Donc oui, il y aura bien un replay, hein, pas de souci là-dessus. Vous recevrez un mail avec un lien pour voilà, revoir le webinaire. Je crois qu'on a Si, fait Mm, le tour. ouais. s'il n'y a plus de questions, Pas de souci. De toute façon, je pense on a Mm. terminé. bon, voilà, vous pouvez nous contacter.
et on est disponible pour toutes les questions. Et on vous remercie pour votre participation. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir.